Le cercle RH et un grand entretien aujourd'hui dans Smart Job avec Marc Ferracci. Bonjour Marc. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Alors vous le savez parce que vous êtes un habitué de l'émission, mais votre père, Pierre Ferracci, vient régulièrement aussi parler du dialogue social et des enjeux. Vous êtes député Renaissance des Français établis hors de France. Vous avez piloté un groupe de travail récemment justement sur ces sujets de travail. Vous avez été le rapporteur de la loi sur l'assurance chômage. Vous êtes un fin connaisseur de ces sujets et arrive à l'Assemblée nationale, d'ailleurs au Sénat, puisque la commission examine en ce moment au Sénat la loi plein emploi, qu'il ne faut pas appeler loi travail, même si évidemment il sera question de travail. Et vous portez vous-même une proposition de loi qui va être déposée ou qui a été déposée autour de la discrimination à l'embauche. On reviendra sur un certain nombre de sujets. D'abord, juste un petit mot. Le député que vous êtes est vraiment fin connaisseur à la fois du monde du travail, du monde de l'entreprise. Ces violences dans les quartiers qu'on voit là depuis 2 nuits, de jeunes de Toulouse, de banlieue parisienne. Est-ce qu'on ne va pas avoir, après le temps du deuil, le temps de ce drame terrible, un débat autour de comment faire pour donner un autre sens à la vie que d'aller la nuit envoyer des mortiers sur des policiers? Ce débat-là va avoir lieu. Pas tout de suite, on est dans le temps du deuil. On est dans le temps du deuil, on est dans le temps de l'enquête judiciaire. Et s'il n'y a pas une enquête judiciaire qui est menée de manière prompte et qui aboutit à des conclusions claires, évidemment que l'apaisement sera difficile. Mais vous avez raison. On a besoin d'avoir plus qu'un débat. On a besoin d'avoir des actions maintenant très fortes sur la manière dont on donne des perspectives aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs, qui vivent dans les quartiers prioritaires de la ville, qui vivent dans les banlieues, même si le terme de banlieue est un peu réducteur. Moi, vous l'avez dit, je porte une proposition de loi qui vise à lutter en généralisant les pratiques qu'on appelle les pratiques de testing. C'est en lien avec le sujet là. Oui, il se trouve que l'actualité donne un petit éclairage peut-être supplémentaire à cette proposition de loi, mais quelle est la question au fond ? Eh bien, c'est d'éviter la relégation de quartiers entiers, et à l'intérieur de ces quartiers, la relégation de populations entières. Reléguer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ne pas avoir accès au marché du travail, ne pas avoir accès aux services publics de la manière la plus fluide qui soit. Et ça, c'est un sujet de discrimination sur lequel il faut qu'on agisse. Et plus largement, je crois que des annonces seront faites dans les prochains jours par le gouvernement, mais plus largement, on a besoin de se doter d'une stratégie globale pour sortir les quartiers de la relégation, évidemment. Apartheid social, on ne veut pas revenir sur ce mot qui avait fait couler beaucoup d'encre prononcé par Manuel Valls. Certains comparent déjà ces violences aux émeutes de 2005. Et j'ai quand même le sentiment, en accueillant ici sur ce plateau, qu'il se passe beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup d'associations, beaucoup de structures, beaucoup de fondations qui organisent l'insertion de cette jeunesse. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi c'est si compliqué ? C'est très juste ce que vous dites. Il y a beaucoup d'acteurs qui, sur le terrain, font souvent un travail formidable pour aller chercher les jeunes, pour les amener vers des solutions d'insertion. Ça peut être une mise en situation professionnelle, ça peut être une formation, ça peut être un job, tout simplement. Il y a peut-être trop d'acteurs quelque part, parce que l'éclatement ne favorise pas forcément le fait d'avoir une stratégie globale et efficace à destination des quartiers. Et c'est là que l'État a sans doute une responsabilité. Moi, je suis convaincu que l'État ne peut pas tout faire et qu'il faut s'appuyer sur le secteur privé, qui soit d'ailleurs à but lucratif ou non lucratif, les associations. C'est un des enjeux d'ailleurs, on va en parler, du projet de loi sur le plein emploi qui va refonder notre service public de l'emploi avec France Travail et qui devra, d'une manière ou d'une autre, mettre tout le monde autour de la table et notamment tous ces acteurs de l'insertion. Tournons-nous vers cette loi plein emploi. Alors, elle a été chahutée parce qu'elle a été repoussée, le débat sur les retraites. Juste un petit mot. Est-ce que vous avez le sentiment, vous qui avez vécu évidemment comme un vice-président et un député important de cette majorité, vous considérez aujourd'hui que les retraites, c'est derrière nous et qu'on n'en parle plus ou pas ? Est-ce qu'on est passé à autre chose ? Je pense que les Français ont, d'une manière ou d'une autre, envie de tourner la page. On sait que le débat a été âpre, que dans l'hémicycle et même dans la société, cette réforme, au fond, va laisser des traces. Donc il ne faut pas faire comme si elle n'allait pas laisser de traces. Mais je pense qu'on a besoin de se projeter dans autre chose. Et c'est précisément ce qu'on essaye de faire, à la fois avec la loi sur le service public de l'emploi, dont on va parler, mais aussi avec des éléments qui vont intervenir un peu plus tard,
sur l'usure professionnelle, sur l'emploi des seniors, sur l'articulation des temps personnels et professionnels. Des sujets pas traités pendant la réforme des retraites, vous réinsérez en fait. Alors, pourquoi est-ce qu'on va les traiter un petit peu plus tard ? Parce que ce sont des objets de négociation entre les partenaires sociaux. En ce moment, ce qui est en train de se passer, c'est que la Première ministre, le gouvernement, est en train de discuter avec les partenaires sociaux de ce qu'on appelle un agenda social, c'est-à-dire d'un ensemble de thèmes sur lesquels ils vont pouvoir négocier. Une fois qu'ils auront négocié... Donc ça dialogue, excusez-moi, parce que tout le monde avait dit il y a encore un mois, plus personne ne se parlera. On revient à la table. On se reparle, toutes les organisations, y compris certaines qui étaient... très radicales dans leur opposition à la réforme des retraites sont autour de la table, et ça c'est un point positif. Ils vont négocier, j'espère qu'ils aboutiront à des accords interprofessionnels avec les organisations patronales, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passera ? Eh bien, nous, parlementaires, gouvernement, le législateur, transcrira ces accords dans la loi, comme on est en train de le faire aujourd'hui même, avec un accord très important sur le partage de la valeur, qui a été négocié par les partenaires sociaux. Les ANI. Et qui, tout à fait, les ANI, les accords nationaux interprofessionnels, eh bien, cet accord a été adopté en première lecture il y a quelques minutes à l'Assemblée nationale. Un petit mot, avant de nous jeter de plein pied dans cette loi plein emploi, parce qu'elle est au Sénat et que j'ai lu que la rapportrice Pascale Grévy considérait qu'il fallait garder le mot Pôle emploi et ne pas le transformer en France Travail. On va en parler, mais un petit mot sur les propos du président de la République à Marseille. Il est retourné à Marseille pour faire des annonces pour les Marseillais et pour les Français, puisqu'il a parlé du temps scolaire. Est-ce que vous voyez dans les mots du président, lorsqu'il est interpellé par cette femme qui lui dit « Mon fils ne touche plus le RMI », le président lui répond il suffit de faire un tour sur la Canebière, il y a 10 offres d'emploi. La Provence, d'ailleurs, vous avez vu, s'est amusé, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. La Provence, le journal, s'est amusé à faire lui-même le tour de la Canebière. Et il a trouvé, vous avez vu le chiffre comme moi, vous souriez, 13 emplois disponibles. Oui. C'est intéressant parce que ça montre, au-delà de la polémique, ou du début de polémique, l'idée qu'il y a un problème d'adéquation entre l'offre et la demande. Tout à fait. Alors, je vais me permettre de manière... avec le sourire, de faire une petite précision, parce que nos amis marseillais qui nous écoutent pourraient penser qu'on n'a pas tout à fait la géographie de la ville en tête. C'était sur le Vieux-Port. Le Vieux-Port, absolument. Je précise que la Canebière est perpendiculaire au Vieux-Port, pour ceux qui connaissent Marseille. Donc, non, plus sérieusement, évidemment que dans tous les secteurs d'activité et dans toutes les régions, aujourd'hui, on a des problèmes de recrutement. Pas simplement dans l'hôtellerie-restauration, puisque le Vieux-Port, évidemment, il y a beaucoup de restaurants. Exactement. Mais le point, c'est que c'est une difficulté qui touche tous les secteurs d'activité aujourd'hui quand on regarde les statistiques. Donc on a besoin de se doter d'une stratégie pour répondre à ces besoins de recrutement, parce qu'on a toujours 7% de chômage. Évidemment, il y a eu une baisse forte. De 9,5 en 2017, on est passé à 7,1 aujourd'hui, mais il faut aller plus loin. Et pour ça, on a besoin de résoudre ce paradoxe qui voit coexister des chômeurs avec des emplois vacants. C'est naturel sur un marché du travail. Il peut toujours y avoir cette inadéquation, mais là, elle est assez forte en France. Absolument. Elle est assez forte. Entre le flux et le stock. Alors, ce n'est pas forcément une histoire de flux et de stock, c'est surtout le fait qu'on a besoin d'aller chercher maintenant des gens qui sont de moins en moins faciles à remettre en emploi, parce qu'ils ont parfois des difficultés plus lourdes. Quand vous avez 10% de chômage, faire baisser d'un ou deux points, c'est facile, parce que... Là, c'est 5,5 l'objectif. Hein. Le plein emploi, c'est 5,5,5. Oui, c'est 5, 4. On peut se donner toutes les ambitions qu'on veut. D'ailleurs, moi, le taux de chômage n'est pas forcément l'indicateur le plus pertinent pour moi. Le taux d'emploi, c'est-à-dire la proportion des gens qui travaillent, est plus intéressant de mon point de vue. Et on a un taux d'emploi à 68% qui est 10 points inférieur à celui de l'Allemagne, à celui du Royaume-Uni, à celui des États-Unis. Et c'est ça qui explique une partie de nos difficultés, notamment à investir dans l'avenir. Donc, pour répondre à votre question et à ce qu'a fait et à ce qu'a dit le président de la République, il a pointé un problème très réel sur lequel il y a une stratégie globale qui passe par la formation, qui passe par l'assurance chômage, donner de meilleures incitations. Vous l'avez dit, j'étais rapporteur d'une loi sur l'assurance chômage au début de cette législature. On a besoin d'appuyer sur beaucoup de leviers et aussi de responsabiliser les employeurs sur les salaires et sur les conditions de travail qu'ils proposent. Sur les salaires, puisqu'on l'évoque souvent sur ce plateau, parfois des métiers le week-end, des métiers la nuit doivent être rémunérés à leur juste valeur. Un mot quand même sur ce travail au Sénat. Le texte va arriver au Sénat, cette loi plein emploi, et la rapporteure, je le redis parce que parfois les symboles sont importants. Elle dit mais nous ne souhaitons pas déboulonner Pôle emploi. On voudrait que le nom reste Pôle emploi et qu'on ne débaptise pas Pôle emploi en France Travail. D'abord, qu'est-ce que ça vous dit du débat qui va avoir lieu au Sénat ? C'est une question qui n'est pas une question cosmétique. Non, je ne crois pas. C'est une vraie question parce que, d'abord, les gens sont attachés à leur service public et notamment au service public de l'emploi. Donc ils ont besoin de se référer à quelque chose qui leur parle. Néanmoins, moi, je crois
en cette transition de Pôle emploi en France Travail. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la transition, c'est pas simplement ripolliner la façade, c'est pas simplement changer le nom sur les agences. C'est pas ça le projet de France Travail. Le projet, c'est au fond de mettre tout le monde autour de la table. Un grand nombre d'acteurs qui aujourd'hui, dans les territoires et au niveau le plus local possible, dans les bassins d'emploi, ne se parlent pas suffisamment. Les régions, les départements, les intercommunalités, pour régler un certain nombre de freins à l'emploi, comme la garde d'enfants, la formation, l'accès au permis de conduire. Au niveau local, on a besoin d'organiser, et c'est un des objets de ce projet de loi, d'organiser une coopération, une coordination, une collaboration et d'embarquer tout le monde dans le même bateau. Et ça justifie, de mon point de vue, de franchir le Rubicon et d'aller vers un nom différent qui soit France Travail. Alors, il y a l'idée dans ce texte, et j'allais dire dans le rapport déposé par Thibaut Guilluy, qui vient régulièrement sur notre plateau, faut-il le préciser, 99 propositions avec l'esprit du donnant-donnant. C'est-à-dire que vous vous inscrivez, même lorsque vous êtes allocataire au RSA, ce qui est quand même nouveau, vous êtes finalement pris en charge, on ne vous oublie pas. Est-ce que c'est ça la philosophie ? Et est-ce que c'est comme cela que les députés et les sénateurs vont l'entendre ? J'espère parce que c'est effectivement ça la philosophie. Au fond, c'est la notion d'engagement réciproque. Les personnes s'engagent à rechercher un emploi de manière active. Le service public s'engage à leur donner des moyens, à les accompagner, à leur proposer des solutions et à lever tous ces freins périphériques qui parfois empêchent de commencer même à chercher un emploi. Et donc la notion d'engagement réciproque, ça va s'incarner de manière très concrète dans ces fameux 15 à 20 heures d'activité en lien avec l'insertion professionnelle qu'on va imposer progressivement. C'est le point le plus irritant, Marc Ferracci, je m'autorise à le dire, parce que même des entreprises ici sur ce plateau nous disent, nous on veut bien, mais comment on fait ? C'est un emploi, c'est pas un emploi, c'est quoi l'idée ? Eh bien, ça n'a pas vocation à être défini par la loi. Il faut se donner de la souplesse là-dessus. Tout ce qui est en lien avec l'activité professionnelle a vocation à figurer dans ces 15-20 heures et ça sera précisé un petit peu plus tard par voie réglementaire ou dans le fonctionnement quotidien de France Travail. Donc le sujet, c'est quoi ? Le sujet, c'est de résoudre cet échec collectif qui fait que, vous avez évoqué le RMI tout à l'heure, on est dans le RSA et plus le RUI, mais au fond, vous avez pointé un vrai sujet, c'est que depuis 1988 et la création du RMI, on a cette ambition de l'insertion des personnes. Aujourd'hui, 42% des bénéficiaires du RSA sont inscrits depuis plus de 7 ans. Ils sont indemnisés depuis plus de 7 ans. Et sont mis sur le côté. Donc, objectivement, on ne les a pas accompagnés. Et donc, derrière cette mesure, il y a effectivement l'idée de mieux accompagner, d'y mettre les moyens. Et Thibaut Guilluy, si vous le recevez fréquemment, qui est à la pointe de ce sujet, a dû vous dire que ça coûte des milliards de mieux accompagner les bénéficiaires du RSA, mais ça rapporte aussi, parce que socialement, économiquement, l'inclusion présente des bénéfices évidents. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de lire la très bonne littérature de Stéphane Soumier, qui est un des journalistes éminents de notre chaîne, qui a fait une tribune passionnante justement sur les échos de Bismarck, qui disait, mais finalement, il y a je le dis avec beaucoup de prudence, mais il y a un taux incompressible de personnes qui, au RSA, ne seront pas récupérables, qui sont éloignées depuis trop longtemps de l'emploi pour que même la puissance publique et les efforts faits leur permettent de retrouver le chemin de l'emploi. Est-ce que vous avez ce regard-là, ou est-ce que vous dites, après tout, on se donne les moyens de pouvoir, j'allais dire, sauver et de réinsérer toutes ces personnes ? C'est un sujet, ça, quand même. Vous avez raison. Il y a l'ambition et il y a le constat lucide. L'ambition, elle repose sur l'idée que nul n'est inemployable, que tout le monde peut trouver un job. Après, il y a le constat lucide, qui est que certaines personnes ont des difficultés tellement lourdes en termes de santé, en termes de détresse psychologique, en termes de désaffiliation sociale, que c'est très difficile d'envisager leur retour à l'emploi, sauf en s'inscrivant dans une logique de parcours qui peut durer des années. Et quand vous discutez avec les acteurs de l'insertion, ils vous disent qu'il y a des étapes incompressibles qu'il faut franchir pour resocialiser, refaire prendre confiance à ces personnes. Ça peut prendre des années. Donc moi, je vais être un petit peu, je vais dire oui et non à votre question. Normand sur l'affaire. Je vais être un peu normand, même si je suis corse, ça ne vous a pas échappé. Au fond, l'ambition doit être d'employer et de remettre tout le monde dans l'activité, parce que la dignité du travail, philosophiquement, tout le monde doit pouvoir y accéder. Après, les moyens deviennent exponentiels pour aller
résoudre les problèmes des gens qui sont les plus loin de l'emploi. Et il évoquait évidemment le coût social exorbitant pour peut-être réussir, comme vous le dites si bien, dans un délai souvent très long, à remettre quelqu'un en selle. C'est quand même une question qui est posée. Et puis un autre point qui je trouve assez saillant, et qui est d'ailleurs porté par la rapportrice de cette loi, qui va donc commencer au Sénat en juillet, elle dit, vous êtes trop sévère sur le donnant-donnant. C'est-à-dire que si vous ne jouez pas le jeu, que vous ne venez pas au rendez-vous, que vous ne voulez pas vous insérer, eh bien on supprime, ou on allège, ou on diminue les allocations versées. Elle dit c'est trop dur, c'est trop sévère. Qu'est-ce que vous dites sur ce point-là? Parce que c'est un jeu. Si vous ne jouez pas le jeu, on vous retire les allocations? Je dis qu'il faut faire confiance aux acteurs de terrain pour traiter les gens avec humanité, avec dignité, et en même temps avec l'idée que ces engagements réciproques, ils supposent quand même de s'engager à chercher un emploi de manière active. Donc si je ne m'y engage pas, si je vous entends, la puissance publique s'autorise à alléger. Mais c'est déjà le cas, vous savez. Les sanctions en matière de RSA, elles existent déjà. Elles sont au fond assez peu appliquées et de manière hétérogène suivant le territoire, parce que d'un conseil départemental à l'autre, puisque ce sont les conseils départementaux qui financent et qui accompagnent aussi, dans le cadre du RSA, avec leurs travailleurs sociaux, ont des pratiques assez différentes. Donc l'idée aussi, c'est d'homogénéiser un petit peu les pratiques pour qu'il n'y ait pas de rupture d'égalité sur le territoire. Mais fondamentalement, nous, on assume un certain degré de contrainte. On assume un certain degré de contrainte aussi parce que des Français qui travaillent, eux, et qui travaillent 35 heures par semaine, qui gagnent peu, le SMIC ou un peu plus que le SMIC, eh bien, au fond, pourraient ne pas comprendre, et un certain nombre d'entre eux dans les territoires nous le disent, qu'il y ait cette possibilité de bénéficier des allocations et parfois d'autres sources de revenus sans avoir des engagements à respecter. Donc on assume parfaitement cet aspect-là. Projet de loi plein emploi, proposition de loi que vous portez et que vous allez défendre lorsque l'espace se sera libéré dans le calendrier parlementaire. Un dernier mot quand même, qui est à la fois un débat philosophique et très politique, et qui d'ailleurs suscite un débat sur ce texte, la place de l'immigration dans le travail, qui est un vrai sujet. Certains disent aujourd'hui, si nous ne faisons pas appel à une immigration importante, nous ne pourrons pas pourvoir tous ces emplois, souvent peu qualifiés ou mal rémunérés. Est-ce qu'il faut assumer cette question-là, d'un point de vue, je dirais presque, et vous êtes économiste, ou est-ce qu'il faut être très prudent parce que politiquement, c'est un sujet explosif? Alors, politiquement, c'est un sujet explosif, je ne sais pas, mais abrasif en tout cas. Ça, c'est évident. Et on le voit bien dans la préparation du projet de loi sur l'immigration qui nous occupe depuis déjà un certain nombre de mois. Il aura lieu? Il y aura le débat sur ce texte? Il est au calendrier? Il n'est pas encore au calendrier. Il n'est pas encore au calendrier. Mais je suis convaincu qu'il y aura un débat sur ce texte maintenant. Pour répondre à votre question, d'abord, regard d'économiste. Oui. Aucune étude sur données françaises, j'insiste bien parce qu'il en existe d'autres sur données étrangères, américaines par exemple, ne met en évidence des effets négatifs de l'immigration sur l'emploi des personnes natives, c'est-à-dire des Français qui sont là, les salaires des personnes natives. Donc il faut déjà évacuer ce mythe selon lequel les immigrés prendraient la place des Français. Ensuite, il y a un deuxième constat qui remonte aussi du terrain, qui est qu'un certain nombre d'immigrés qui sont, dans leur grande majorité, rentrés sur le territoire de manière régulière, mais qui ont vu leur titre de séjour arriver à expiration, se trouvent dans une situation d'insertion professionnelle, ils travaillent, ils payent des cotisations sociales et des impôts. Dans l'obligation de retourner dans le territoire et néanmoins sont en situation irrégulière. Le sens de ce projet de loi, la partie, on va dire, régulation, intégration par le travail de ce projet de loi, vise à permettre la régularisation de ces personnes dès lors qu'ils appartiennent à des métiers dits en tension. Et l'avancée, et c'est là que moi je pense qu'il faut qu'on soit ferme au niveau de la majorité présidentielle sur ce sujet, l'avancée que représente cette mesure, c'est que désormais, si cette mesure est adoptée, les gens pourront initier leur régularisation par eux-mêmes, c'est-à-dire sans l'accord de l'employeur. Or, vous le savez, il y a un certain nombre d'employeurs qui s'accommodent très bien d'avoir des travailleurs immigrés qui sont en situation régulière, qui en profitent et qui les exploitent. C'est vrai. Maintenant, c'est vrai dans la restauration, puisqu'il y a les secteurs ça en peut arriver. Dans exactement. Le BTP notamment. Donc, on a besoin d'avoir une ambition sur ce sujet. Et moi, je rajoute un élément parce que je travaille avec quelques collègues sur un amendement à ce projet de loi qui touche un domaine spécifique qui est l'immigration qualifiée. Je pense qu'on doit se doter d'une stratégie plus offensive pour faire venir des gens plus qualifiés, pour faire venir des talents. Aujourd'hui, on a un dispositif destiné à ça qui s'appelle Passeport Talent, qui est trop compliqué pour aller vite. C'est vrai. Et auquel on veut substituer un dispositif un petit peu comme ce qui se fait au Canada, de permis à points, qui soit plus transparent, plus attractif et qui permette de faire venir en plus grand nombre des gens qualifiés pour, au fond, changer la représentation de l'opinion publique sur l'immigration
en incarnant de belles histoires aussi. Merci Marc Ferracci, c'est la marque employeur France que vous évoquez finalement, donner envie finalement aux talents venus du monde de venir en France. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Vous êtes député Renaissance des Français établis hors de France. Vous êtes vice-président du groupe Renaissance et vous avez cette proposition de loi dont on parlera sur ce plateau sur les discriminations à l'embauche. Merci de nous avoir rendu visite. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et devinez quoi, on parle de la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de l'optique. Oui, c'est aussi un secteur qui est touché par les pénuries de l'emploi et on accueille Fabienne Cailly, notre invitée.